Passons à la méthode déductive. Alors, cette méthode cherche à trouver une explication aux questions ou hypothèses. Donc, on part d'hypothèses générales, on cherche à comprendre des éléments particuliers. Dans cette méthode, on va du général au particulier. Cette méthode permettra d'arriver donc à une affirmation à partir d'hypothèses de départ. Par exemple, quels sont les facteurs qui déterminent la réussite de la formation continue dans les organisations? Voilà. Donc, dans les deux cas, c'est-à-dire quelle que soit la méthode pour laquelle vous aurez opté, soyez prudent et prudente à l'heure de présenter et analyser vos résultats. Il faut relativiser vos résultats par rapport aux conditions dans lesquelles ils ont été obtenus. Par exemple, la taille et le choix de l'échantillon. Bien sûr, suivant la taille que vous avez prise, est-ce que on peut dire que c'est une étude qui est fiable? En fait, il faut considérer chaque fois toutes les limites de l'enquête, chaque fois. Puis, donc, nous passons à la phase 4, qui est le travail d'enquête. Alors, à cette étape, notre travail d'enquête peut commencer. Nous avons tous les éléments pour commencer. Nous avons notre sujet, nous avons la question centrale, nous avons les sous-questions et nous avons choisi aussi la méthode de travail. Alors, il s'agit du choix des méthodes de collecte de données. Plusieurs choix s'offrent à nous, chacun avec ses avantages bien évidemment et ses inconvénients qu'il faudra assumer lorsqu'on travaille avec des outils empiriques. Alors, nous avons à notre disposition les entretiens, enfin les guides d'entretien avec des questions ouvertes ou des questions fermées. Nous avons aussi des questionnaires avec des questions ouvertes ou des questions mixtes ou fermées. Nous pouvons travailler également sur des données secondaires, c'est-à-dire que nous recueillons des données à partir d'archives, de rapports, d'études antérieures, de statistiques officielles, de mémoires, de thèses, etc. Puis, nous avons aussi l'observation. Alors, ici, il est impératif de se poser la question, quelle méthode utiliser pour recueillir les données utiles à notre recherche? Car, une fois commencé le travail sur le terrain, il est rarement possible de revenir en arrière. Parce que, imaginons que vous ayez choisi, par exemple, de procéder à votre recherche à travers un questionnaire. Donc, vous devez aller administrer un questionnaire. Ça prend du temps. Vous ne pourrez pas, encore une fois, consacrer le même temps pour refaire votre étude. Donc, soyez vigilants et vigilantes par rapport donc à la méthodologie choisie, par rapport à l'outil que vous aurez choisi. Ensuite, donc c'est à partir de là, donc à partir de toutes ces étapes, que nous allons travailler sur notre plan. Alors, bon, le plan, en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent présenter, première chose, le plan. Je leur dis, mais comment vous avez fait pour trouver ce plan-là? Vous l'avez copié ou c'est-à-dire que tant que nous n'avons pas lu, nous n'avons pas réfléchi sur les outils de travail, etc., on ne peut pas encore travailler sur le plan. Bon, maintenant, on va aborder un exemple de plan, mais un plan très très généraliste en fait. C'est-à-dire, au lieu de plan, moi je dirais, c'est comment on va structurer ou comment on va organiser la restitution de notre travail. Bon, d'abord, vous avez une page de garde. Donc la page de garde, vous essayez de respecter celle que l'institution vous propose. Vous avez toujours un modèle qui vous est proposé. Puis vous avez une page de remerciement. En général, n'oubliez pas de remercier votre encadrant, vos professeurs, les contacts professionnels, etc. Et vous pouvez remercier les personnes que vous voulez sans que la liste ne soit trop longue non plus. Puis, en troisième position, vous devez mettre une liste des tableaux et graphiques.
Donc, sous la forme, donc vous écrivez tableau ou figure, donc il peut s'agir aussi d'une figure, tableau numéro, donc vous mettez le numéro et le titre, puis le numéro de page où on va trouver ce graphique-là. Puis enfin, donc vient le sommaire. Donc le sommaire, c'est sur ce sommaire, on écrit que les titres des parties, des chapitres et des paragraphes avec la pagination, mais on ne rentre pas dans le détail. Tout le détail, on va le mettre dans la table des matières à la fin du document. Alors, une fois établi ceci, donc on passe à l'introduction. Alors, l'introduction est très importante. Elle doit introduire le sujet que vous allez traiter, répondre à la question, en fait, répondre à la question quoi, de quoi il s'agit et pourquoi, quel est l'intérêt, voire l'apport scientifique de votre travail. Elle doit présenter la problématique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez chercher, c'est la grande question. Elle doit expliquer les sous-questions de recherche destinées à répondre à la grande question. Elle doit aussi expliquer les sous-questions. Elle doit expliquer la méthodologie utilisée, comment vous allez procéder pour résoudre votre problème, trouver des réponses à votre problématique. Enfin, elle doit annoncer le plan de votre mémoire. Alors, allons donc maintenant au plan du mémoire. Après cette introduction, il faut développer votre travail. Alors, pour le développement, vous avez deux possibilités, mais personnellement, je vous encourage à travailler sur la première possibilité, c'est-à-dire que séparer votre travail en deux, partie théorique et partie empirique, surtout quand on est en niveau licence ou master. Alors, dans la partie théorique, vous allez, par exemple, proposer 2 chapitres. Dans la partie empirique, 2 chapitres. Si vous voulez présenter 3 chapitres, alors il faudrait présenter 3 chapitres dans chaque partie. Et chaque partie doit commencer par une introduction et doit terminer par une conclusion de la première partie ou de la deuxième partie. Puis, quand je travaille sur le chapitre lui-même, chaque chapitre doit présenter une introduction, un développement et une conclusion. Alors, quand je vous parle d'introduction du chapitre, il suffit de mettre quelques lignes pour qu'on comprenne qu'est-ce que nous allons lire dans ce chapitre-là. Deuxième option, vous pouvez diviser votre travail en 3 parties. Donc, en fait, là, je ne peux pas vous dire exactement comment vous pouvez le travailler, mais en fait, ça dépend de votre sujet. Et surtout, il faut en parler à votre encadrant. En fait, quand je vous parle des introductions et des conclusions des chapitres, chaque introduction, comme je vous l'ai dit, sert à présenter assez rapidement ce que vous allez traiter. Les conclusions permettent de retenir l'essentiel de ce qui a été traité et servent aussi à faire la transition, donc le passage, avec ce qui va suivre ou ce qui va venir après. Puis, nous allons passer à la conclusion générale. Alors, la conclusion générale, en fait, c'est pour finir votre travail, donc il s'agit de conclure. Il faut rappeler que c'est qu'est-ce que vous cherchiez à savoir, il faut résumer comment vous vous y êtes pris, il faut résumer qu'est-ce que vous avez trouvé ou appris. Vous pouvez finir en annonçant les prolongements possibles de votre recherche. En fait, c'est proposer d'autres pistes de recherche à d'éventuels étudiants qui veulent travailler sur ce sujet pour compléter la vôtre. Puis, nous passons donc à la bibliographie. Alors, la bibliographie est très importante. En général, quand on veut évaluer un mémoire, la première chose donc, que nous faisons, on va d'abord voir la bibliographie. Donc, faites attention à cette bibliographie. Il faut bien la présenter. Elle doit être à jour. Il ne faut pas présenter que des livres très anciens, parce que s'il n'y a que des livres anciens, on peut penser que vous l'avez copié d'un autre travail. Donc, essayez justement de mettre à jour vos bibliographies. Ne mettez que les livres que vous avez réellement vus,
sur cette bibliographie. Et puis, il faut bien la présenter. Donc, il faut déjà classer vos lectures par type de ressources. Donc, il faut mettre les ouvrages dans un paragraphe, les thèses aussi, les regrouper, les mémoires, les revues, et puis les chapitres d'un livre, les articles, puis les consultations Internet. Il ne faut pas tout mettre de manière mélangée. Donc, chaque rubrique ou chaque paragraphe va regrouper des références qui ont un lien entre elles. Alors, il existe des normes de référence bibliographique. Donc, consultez sur Internet. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de travailler avec les normes Harvard. C'est une présentation particulière. Alors, si vous ne voulez pas travailler avec cette norme-là, travaillez avec une autre, mais l'essentiel, c'est que le document soit présenté de la même manière du début à la fin. Voilà. Puis, donc, après la bibliographie, on va trouver les annexes qui doivent être numérotées et indexées, c'est-à-dire lui donner un titre et lui donner un numéro. Dans ces annexes, vous mettez les documents importants que vous avez consultés. Ne mettez pas tous les documents, mais ceux qui vous semblent importants pour votre évaluation. Puis, vous mettez le questionnaire ou bref, donc tous les documents que vous aurez, qui sont importants pour l'évaluation de votre travail. Puis, vous mettez la table des matières. Donc, en fait, on reprend le sommaire et on le complète avec plus de détails, avec des paragraphes, des sous-paragraphes, et ainsi de suite. Puis, on passe à la rédaction. Alors, ici, il reste seulement à rappeler quelques conseils techniques et pratiques sur la façon d'écrire le mémoire pour une meilleure cohérence de l'ensemble de votre travail. Alors, le mémoire donc, est un travail scientifique, ce n'est pas un rapport. Donc, ne mettez pas de logo de société, pas de figure fantaisie, pas de titre en couleur. Il faut qu'il y ait une certaine sobriété. Alors, utilisez la taille 12 pour le texte et la taille 14 pour les titres de paragraphes. Pour les parties, taille 20, pour les chapitres, taille 16. Cela donnera une cohérence à votre mémoire. Le type de caractère, en général, c'est Arial ou Time New Roman et utilisez une interligne de 1,5. Les parties doivent être équilibrées entre elles, en nombre de pages, avec chacune une introduction et une conclusion. Cela veut dire, si une partie possède 50 pages, il ne faudrait pas qu'il y en ait une autre qui possède 20 pages. Concernant les chapitres, ils doivent être également équilibrés entre eux, en nombre de pages, avec chacun une introduction et une conclusion. Les parties et les chapitres commencent toujours sur une nouvelle page. Puis je vous présente, voilà, quelques références à consulter sur Internet si vous avez besoin de plus d'informations. Et je vous souhaite bon courage pour votre travail.